Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Autonomisation des femmes, des équipements de couture pour les jeunes filles issues des milieux défavorisés de certaines préfectures de la Guinée. Un geste de l'UNFPA financé à hauteur d'1 milliard de nos francs. Dans la préfecture de Bofa, la localité de Koba sera bientôt dotée d'une ferme pour la pisciculture. L'objectif est de favoriser l'accès des populations aux produits de la pêche. Bonsoir à tous. Vendredi diplomatique de haut niveau pour le président Alpha Condé. Opposé à toute solution armée pour résoudre les crises en Afrique, le chef de l'État est à Banjul pour une transition politique apaisée en Gambie. Professeur Alpha Condé est accompagné dans sa démarche historique par son homologue mauritanien Sanusi Keita. Très inquiet de la situation politique en Gambie, le président de la République quitte rapidement la station alpine suisse de Davos. Direction Nouakchott. Il est 2h30 ce vendredi 20 janvier 2017. L'avion transportant professeur Alpha Condé atterrit sur le tarmac du nouvel aéroport international de cette capitale mauritanienne. Objectif, chercher son homologue Mohamed Ould Abdelaziz, qui avait déjà tenté de convaincre Yahya Jammeh à Banjul de quitter le pouvoir, mais sans gain de cause, avec des points de vue divergents au sein de la CEDEAO concernant surtout le départ du président sortant Yahya Jammeh du pouvoir au profit du président élu Adama Barrow. Le président de la République privilégie le dialogue et rejette l'option militaire proposée par certains, avec toutes les conséquences que cela peut causer. Avec mon père, nous avons décidé d'aller voir le président Yahya Jammeh afin de trouver une solution pacifique, et parce que l'intervention non seulement peut avoir des dégâts humains mais aussi des dégâts collatéraux. Donc nous espérons que nous allons trouver une solution politique pacifique à ce problème qui concerne un pays frère, et ce qui touche un pays frère nous touche aussi. Professeur Alpha Condé, en compagnie de son frère et ami de la Mauritanie, arrive à Banjul pour jouer la carte de la diplomatie guinéenne, celle de la négociation, et rien que la négociation en vue d'une solution pacifique. Sur le tarmac de cet aéroport international de Banjul se trouvent plusieurs Gambiens avec des couleurs guinéennes et l'effigie même du professeur Alpha Condé, comme pour dire tout simplement que c'est le seul espoir pour tenter de trouver une issue favorable à cette crise politique. Et sans plus tarder, le président Alpha Condé et son homologue mauritanien rencontrent le président sortant Yahya Jammeh. Les discussions portent surtout sur le départ de cet homme qui a dirigé la Gambie pendant plusieurs années pour laisser la place au nouvel élu Adama Barrow. Après donc 3 heures de discussion, les présidents professeur Alpha Condé, Mohamed Ould Abdelaziz et Yahya Jammeh sont à la mosquée. C'est ici, à cette mosquée, juste à proximité de la résidence du président Yahya Jammeh, que ces personnalités se sont acquittées de leurs obligations religieuses de ce vendredi 20 janvier 2017. Peu après cette prière, le président Alpha Condé reprend les discussions avec son homologue dans le but surtout de trouver une issue favorable à la crise. Crise que le chef de l'État guinéen a décidé de résoudre pacifiquement et par le dialogue. Aujourd'hui, l'espoir est sans nul doute permis de voir le président Yahya Jammeh quitter le pouvoir avec cette forte implication du chef de l'État qui veut par tous les moyens éviter un bain de sang en Gambie, surtout en Afrique de l'Ouest. Et puis, cette crise gambienne a provoqué un déplacement massif des populations. Ils se comptent par centaines, nos compatriotes qui ont regagné le bercail. Un retour surtout ressenti dans la région de l'Abbé. Reportage Bernard Tanguino. L'exode en provenance de Banjul. Ces derniers jours, l'incertitude politique en Gambie a provoqué des mouvements des populations en direction de certains pays proches. En Guinée, c'est surtout à l'Abbé où l'on assiste à l'arrivée progressive des ressortissants. Le souci de sécurité motive les départs. On vient de Banjul. Aujourd'hui, nous ne voulons pas quitter Banjul. Mais à cause des problèmes politiques, la tension monte. Nous, Guinéens et autres, nous souffrons beaucoup. Et on a peur. C'est un fait, ce qui lui semble bon pour quitter la Gambie. Côté guinéen, l'on s'abstient de tout déplacement en direction de la capitale gambienne. À la gare routière de Dakar, la ligne L'Abbé-Banjul reste pour l'instant fermée. Aucun candidat au voyage sur Banjul. C'est vrai que
environ 2 à 3 semaines comme ça, les voitures quittent ici vides pour aller chercher les passagers. Mais nous leur avons dit que s'il y a au moins un surcharge minimal au bord d'un véhicule, nous pouvons intervenir en cas de malentendu entre les agents et eux. Avec le dénouement de la crise, grâce à la médiation de la dernière chance du président Alpha Condé, le mouvement de retour sur Banjul est attendu. Par ailleurs, la cérémonie officielle d'investiture de Donald Trump s'est tenue ce vendredi. L'homme d'affaires a prêté serment sur les marches du Capitole au cœur de Washington et succède ainsi à Barack Obama comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Lors de son discours très protectionniste, l'homme d'affaires a édicté 2 règles, je cite, « acheter et embaucher américains ». Voilà la cérémonie d'investiture de Donald Trump. L'investiture du 45e président des États-Unis d'Amérique. En ce jour d'investiture du 45e président des États-Unis, l'ambassadeur américain en Guinée a organisé un déjeuner de presse, une opportunité pour Denis Atkins de parler de la coopération entre Conakry et Washington. Le diplomate américain a annoncé une aide de plus de 600 millions de dollars en faveur de la Guinée les prochaines années. Le point avec Mahmoud Bari. Ce déjeuner débat a permis à l'ambassadeur des États-Unis en Guinée de saluer les efforts du président de la République dans le règlement de la crise gambienne. Pour lui, la question gambienne évite à la sous-région des tensions électorales. Et nous devons saluer les efforts du président de l'État en termes de ses efforts aujourd'hui même de trouver une solution diplomatique avec M. Jammeh. Je sais qu'ils sont en train, le président avec le président Abdelaziz de la Mauritanie, de donner une dernière chance. Mais ce que nous avons noté avec la réaction de l'Union africaine, l'Union et de CEDEAO, c'était le respect pour les résultats des élections, le respect pour les constitutions. Et ces efforts du président de trouver une solution, la position du département de l'État est qu'il reste toujours cette dernière possibilité pour lui de quitter son place avec sa dignité. Cette rencontre avec la presse a permis aux diplomates américains de rappeler la nécessité de poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité des soins de santé, de lutte contre la corruption, la réforme du secteur de défense et de sécurité, mais surtout le respect de la bonne gouvernance. Notre engagement dans le secteur de santé, c'est toujours la priorité de toutes les priorités de mission américaine. Plus que 60% de nos fonds en Guinée sont appliqués dans le secteur de santé. Mais nous avons déjà noté avec mes amis de USAID et CDC, nous avons déjà vu avec les efforts que nous avons fait l'année dernière avec le ministère de Santé, on augmente la qualité des services, particulièrement à l'intérieur du pays. Nous voyons plus que 5% de croissance de l'économie. L'inflation reste moins que 10%, qui c'est entre les normes. Et avec cette croissance de l'économie, c'est basé principalement avec les mines, mais nous savons qu'avec cette croissance, nous avons vu avec le projet de budget du gouvernement qu'avec cette augmentation des revenus, c'était possible d'augmenter le budget pour santé, éducation, sécurité, toutes ces questions qui sont importantes pour la population. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a dit que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ne dérange en rien les axes de coopération entre Washington et Conakry. Le Premier ministre a présidé ce vendredi une remise de matériel et d'équipements de couture ici à Conakry. Les bénéficiaires sont des jeunes filles issues des milieux défavorisés des préfectures de Kindia, Pita, Sigiri et Télimélé, financées par l'UNFPA à hauteur d'1 milliard de nos francs. Le geste vise à promouvoir l'autonomisation des femmes dans les zones rurales. Compte rendu à Di Camara.
Ces matériels et équipements destinés aux différents centres d'autonomisation et de promotion des femmes de Kindia, Télémélé, Pita et de Sigiri, offerts par le système des Nations Unies à travers l'UNFPA et le PNUD. Ce geste vient soutenir les efforts du gouvernement en matière de protection et de la promotion des femmes guinéennes. Tant que nous n'aurons pas remédié aux causes profondes des inégalités entre les filles et les garçons, notamment en donnant accès aux filles sur un même pied d'égalité à une éducation de qualité, le monde continuera de passer à côté des énormes opportunités de changement social et de croissance économique et par conséquent du développement durable. Depuis plusieurs décennies, les institutions internationales se battent inlassablement aux côtés du gouvernement pour l'amélioration du statut de la femme afin de son autonomisation effective. Qu'elles en soient particulièrement remerciées pour le chemin déjà parcouru et pour tout ce qui reste à faire. Pour le Premier ministre Mamadi Yula, la remise de ces matériels et la formation de 300 jeunes filles vulnérables de Kindia et de Dubrika réconforte à plus d'un titre le gouvernement guinéen. L'ensemble des filles et femmes bénéficiaires de ces dons, nous l'espérons, du gouvernement et singulièrement de celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour que l'objectif d'autonomisation économique et sociale visée soit globalement atteint. Me tournant vers vous, jeunes filles et braves femmes de Guinée, je tiens à vous rappeler que le principe de l'autonomisation signifie concrètement d'augmenter fortement les revenus des femmes ainsi que ceux de leurs familles. Par conséquent, la formation et les équipements que vous venez de recevoir devront désormais vous servir de tremplin pour juguler tous les obstacles qui se dresseront sur vos chemins qui mènent à l'autonomisation. Il est inscrit dans le registre de cette coopération avec les partenaires la réinsertion socio-économique des filles vulnérables à travers la formation dans les filières de la couture, coiffure, broderie, de la restauration, de la saponification et de la teinture. Actualité à l'intérieur du pays, direction Mali-Yembéré. L'administration du secteur Diaka revient désormais à la Guinée. Il y a quelques jours, un problème de paternité opposait la Guinée et le Sénégal. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Notre reporter Habib Thiam était sur les lieux. Il nous restitue le climat de paix et de quiétude qui y prévaut. Le village aurifère de Diaka. Durant plus de 60 ans, s'est posée la question de la paternité de cette zone située entre le Sénégal et la Guinée du côté nord dans la préfecture de Mali-Yembéren. Aux escalades militaires habituelles des deux pays succède la joie de cette communauté dont la localité entre officiellement dans le giron de la Guinée. Le secteur reçoit sa nouvelle administration de 6 membres répondant aux principes guinéens. Nous sommes convaincus maintenant que Diaka est guinéen. Nous recensons toute la population guinéenne de deux bords pour confirmer la totalité de la population. Nous voulons, nous populations, surtout qui résidons à Mali, à Diaka Mali, de nous aider pour avoir des papiers guinéens, pour confirmer notre nationalité. 90% des Guinéens résidant à Mali n'ont pas ni carte d'identité, ni extrait de naissance. Hier, nos populations fuyaient le lieu. Aujourd'hui, le calme est revenu. La citoyenneté est revenue, la responsabilité nous est rendue. Diaka Niakou est désormais dans nos mains. Le dossier est resté en stand-by depuis plusieurs décennies. Mais le dénouement intervient sous de beaux auspices. Un nouveau succès diplomatique et une superficie en plus pour la Guinée. Nous allons d'abord procéder à la formation de ces responsables qui ne sont pas habitués à la gestion guinéenne. Ils feront l'objet d'un suivi permanent pour qu'ils s'habituent à l'administration guinéenne, à la gestion des collectivités dans notre pays. La zone aurifère de Diaka ressemble à un village perdu. Presque aucune infrastructure scolaire et sanitaire sur place. Un héritage auquel doit s'atteler rapidement la nouvelle administration guinéenne.
Ce communiqué avant de poursuivre ce journal, l'état-major général des armées informe le peuple de Guinée et la communauté internationale que dans la nuit du 19 au 20 janvier 2017, des éléments mal intentionnés ont effectué des tirs sporadiques au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry aux environs de 23 heures. Cette attitude est de nature à compromettre dangereusement les immenses efforts fournis par son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées et son gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Face à cette situation, l'état-major général des armées a pris toutes les dispositions pour mettre hors état de nuire ces éléments égarés. L'état-major général des armées apprécie positivement le respect des consignes de sécurité par les forces armées qui sont restées fidèles, loyales et républicaines. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale et internationale que le comportement de ces individus n'est qu'un cas isolé qui n'affecte nullement pas la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires dans l'intérêt supérieur de la nation. Signé le chef d'état-major général des armées. Et puis l'ONG, l'Association des enfants de Mme Tamba, s'investit dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle vient d'organiser une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des jeunes avec le slogan « Sida, ça suffit ». Reportage Marie-Angélique Bangoura. Le sida, ça suffit. C'est une caravane qui touche de plus près la population de Kissidougou et de Guékédou. Là, c'est la première étape de sensibilisation et de distribution de préservatifs, un des moyens de lutte contre les IST VIH-Sida. Dans les casernes, les écoles, les salons de coiffure, la maison des jeunes, l'initiative est bien accueillie. Si un homme te dit de faire les rapports sexuels, il faut lui dire qu'il faut te préserver avant de faire les rapports sexuels. Et quand tu dis non, il ne faut pas accepter, tandis qu'il y a les risques avec des maladies. Je sais que cet outil est très important pour ma vie et me prévient contre les maladies. Et comme je suis veuve, je saurai désormais à quoi m'en tenir. Le sida n'est plus un tabou à Guékédou. Les gens n'ont plus peur, n'ont plus honte de dire que je vis avec le VIH. Donc l'association des enfants de Mme Tamba, c'est la première institution qui vient en aide dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. En avant-garde de ce projet, l'AEMT, entendez l'association des enfants de Mme Tamba. Ce groupe de jeunes hommes et femmes volontaires continue la lutte pour aider la région forestière à prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Nous venons en cette occasion solennelle pour vous porter notre message de soutien et de solidarité, agissant pour soulager les enfants orphelins et les victimes du VIH-Sida. Cette association née de la prise de conscience de ses fondateurs pour venir en aide aux populations vulnérables qui font face à de multiples difficultés. En plus de son caractère humanitaire, l'AEMT s'investit dans la lutte contre les IST VIH-Sida. Après la région forestière, l'action de ces jeunes va s'étendre sur tout le pays. Et puis les promoteurs de la visite technique en Afrique de l'Ouest sont en concertation au Burkina Faso, un conclave devant déboucher sur la prise en compte de l'ensemble des préoccupations des acteurs du secteur. Le point avec Ibrahima Keita. 1,2 million de personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation selon l'Organisation mondiale de la santé et les 90% de ces décès sont enregistrés dans les pays à faible revenu. C'est justement pour inverser cette tendance que les concessionnaires de contrôle technique des véhicules des États membres de l'UMOA se sont donné rendez-vous ici à Ouagadougou avec comme invité spécial la République de Guinée. La rencontre vise à réfléchir sur la problématique de la sécurité routière en Afrique. Il ressort des discussions l'impérieuse nécessité d'améliorer les parcs automobiles avec à la clé l'harmonisation des contrôles techniques. Et pour atteindre cet objectif, la rencontre a décidé de la mise en place d'une association pour l'harmonisation des visites techniques automobiles en Afrique. Les objectifs visés par votre association, à savoir la promotion des bonnes pratiques d'inspection technique et plus généralement la lutte efficace contre l'insécurité routière, s'inscrivent en droite ligne dans la politique générale de nos États. Les professionnels des visites techniques automobiles, eux, se disent optimistes. Je suis satisfait
des sujets qui intéressent, qui sont d'ailleurs ma vision dans mon pays. Et c'est ce qu'on veut harmoniser maintenant et pour que l'Afrique de l'Ouest, les centres techniques de contrôle technique automobile dans chaque pays, on harmonise. Pourtant, c'est valable à Abidjan, au Togo, au Burkina, c'est pas au Nigeria ou au Sénégal ou ailleurs. Tout le monde est là, que ça soit la même chose aussi en Guinée. Il était indiqué qu'il y a une structure associative regroupant toutes ces structures et dont le cahier de charge était d'organiser ces structures sur le plan technique, sur le plan de la compétence. Ces structures puissent se regrouper régulièrement, former les jeunes, inciter l'employabilité et revoir comment nous pourrons vraiment uniformiser nos activités. Ainsi, la rencontre de Ouagadougou des professionnels de contrôle technique automobile vise une circulation routière débarrassée de tout comportement accidentogène. La localité de Koba, située dans la préfecture de Bofa, est surtout reconnue par ses plaines rizicoles. Ses fils commencent à s'intéresser à la pisciculture. L'objectif est de favoriser l'accès des populations aux produits de la pêche. Une ambition réussie grâce à la relance des anciennes installations de la société Sakoba, spécialisée dans l'élevage des crevettes. Tierno Saba. Dans ce domaine de 5 hectares situé dans la zone côtière de Koba va être développée la pisciculture. Madani Mariga, qui a plusieurs années d'expérience en la matière, relance les anciennes installations de Sakoba. Déjà, le promoteur, qui bénéficie de nombreuses expertises, prévoit l'élevage des espèces locales. Des produits de pêche très prisés qui répondent aux besoins des consommateurs. Nous avons choisi un poisson local qui est le robet, le roruni, le konkwe et le toka et d'autres espèces, le soso et d'autres espèces locales. Donc là, on a fait les premiers bassins, les 4 bassins qui sont de l'autre côté. On les a ensemencés de poissons de toutes espèces. Maintenant, on va sélectionner les poissons à partir de ces bassins pour trier et mettre les konkwe à part, les robets à part, les tokwe à part, les roruni à part. L'initiateur qui entend diversifier ses activités se tourne aussi vers la riziculture. Des activités qui garantissent la lutte contre la pauvreté. Quand vous finissez de faire la pisciculture 3 mois après, vous pouvez associer immédiatement le riz et vous avez une rentabilité de 800 kg par hectare ou 600 kg par hectare. Vous arrivez à des résultats de 4 à 5 tonnes à l'hectare. Donc ça permet aux Guinéens de se nourrir. Les travaux sont abattus à hauteur de 95%. La relance des activités aquacoles de Koba suscite déjà de l'engouement quant à la création de l'emploi. Lutte contre les violences basées sur le genre, la coalition des femmes leaders de Guinée lance un magazine d'information et d'éducation de la jeune fille. Intitulé Kadi Magazine, ce premier numéro contient toutes les informations liées à ce phénomène. C'est un reportage de Alpha Isiagaba et Fatima Diallo. Selon les statistiques relatives aux violences basées sur le genre, 9 femmes sur 10 sont en manque d'informations sur la question des VBG. Pour inverser cette tendance, la COFEL, Coalition des femmes leaders de Guinée, et Osiwa ont procédé au lancement d'un magazine d'information et d'éducation de la jeune fille. Le Kadi Magazine et le site web kadimagazine.org sont désormais les outils d'information des communautés sur les violences basées sur le genre. Elle est confrontée à des problèmes si elle n'est pas suffisamment informée, outillée et qu'elle n'est pas suffisamment sensibilisée. C'est en ce moment qu'elle peut être déroutée et pour de bon. C'est à juste raison d'ailleurs qu'on dit aux filles qu'elles couvrent leur crise d'adolescence. Alors ce magazine donc permet à ces filles de trouver la réponse à toutes les interrogations qu'elles se posent par rapport à ces transformations subies à un moment de leur âge.
Ce nouveau magazine devrait désormais permettre aux communautés de s'informer afin d'alerter le gouvernement et les structures impliquées sur toutes les formes de violence dont sont victimes les jeunes filles. La communication est l'élément fondamental de toutes les activités que nous menons. Nos cibles sont généralement des analphabètes et des personnes qui ne sont pas informées et des conséquences des fléaux qui les entourent. Donc créer un magazine pour un premier temps, vulgariser les acquis de l'organisation et vulgariser les combats que nous menons sur le terrain, ça donne la visibilité sur ce que nous faisons. Le magazine Kadi Magazine et le site web kadimagazine.org viennent renforcer le combat de la COFEL. CAN 2017, les rencontres de poules se poursuivent ce vendredi à OM. Les équipes du groupe C ont fait leur deuxième sortie. La Côte d'Ivoire a concédé son deuxième match nul contre la RD Congo, 2 buts partout. Le Maroc a largement dominé le Togo, 3-1. Abdoulaye Diallo. Après son entrée timide dans la compétition contre le Togo, soldée par un nul fermé, la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois été contrainte au partage de points par la RD Congo. C'est Kebano qui avait ouvert la marque à la 10e minute, avant l'égalisation de Boni à la 24e. Quelques minutes plus tard, Kabananga redonnait l'avantage aux léopards de la tête. C'est finalement Serigué, le capitaine ivoirien, qui permettra aux éléphants de revenir au score à la 68e minute. Ce nul donne un petit regain de confiance aux champions en titre de continuer la course, à condition de gagner son prochain match contre le Maroc. La rencontre entre Marocains et Togolais aura tenu toutes ses promesses. 3 buts ont été inscrits dans les 20 premières minutes. Dès l'entame du jeu, De Séville marque pour les éperviers du Togo. La réaction marocaine ne va pas tarder, car 9 minutes après, c'est Boukhadouz qui donne l'égalisation aux Lions de l'Atlas. Les hommes d'Hervé Renard enfoncent le clou à la 20e minute, sur coup franc détourné de la tête par Romain Saïs. En seconde période, Youssef Nseri vient enterrer les espoirs togolais en inscrivant le 3e but marocain. 3 buts à 1, c'est le score final pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Les prochains matchs du groupe C s'annoncent décisifs, où tout va se jouer le mardi 24 janvier à 19 h temps universel. À OM, le Maroc reçoit la Côte d'Ivoire et le Togo va se mesurer à la RD Congo, à Port-Gentil. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.